Allô tout le monde! Bienvenue à un autre épisode de What Moves You. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Cette semaine, on va faire quelque chose un peu différent. On va faire une revisite de une des toutes premières épisodes que j'ai partagé sur le podcast suite à une nomination que j'ai eue cette semaine pour une Racine d'or. Pour ceux qui connaissent pas cette organisation-là, c'est en fait un regroupement de bénévoles pour la course en trail au Québec. Puis chaque année, ils font un gala où ils reconnaissent des œuvres artistiques à travers plusieurs catégories pour les gens qui ont mis en valeur justement la course en sentier. Puis l'épisode de Joanie, plus particulièrement, a été nominé pour un des meilleurs épisodes à écouter pendant qu'on courait en sentier, qui est vraiment tellement hot. Fait que je voulais commencer par vous dire un gros merci pour tous ceux qui ont participé, qui ont nominé. Honnêtement, en toute transparence, je savais même pas que cette organisation-là existait avant d'avoir reçu la nomination. Fait que c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Puis je trouvais que ça pouvait être une belle opportunité, au-delà de juste vous repartager l'épisode avec Joanie, de vous donner un peu plus de behind the scenes puis de contexte de, en fait, qu'est-ce qui s'est passé derrière cet épisode-là. Parce que je me rends compte maintenant, c'est un peu un signe de la vie qui me fait un peu réécouter, revoir cet épisode-là parce que j'ai passé, en fait, très proche de ne pas la partager. Puis aujourd'hui, je veux vraiment vous expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est une situation que on vit souvent, que ça soit avec un podcast ou juste les choses qu'on fait dans la vie, que maintenant, je me fais montrer, en fait, que des fois, il faut sortir de sa tête. Fait que, en gros, ce qui s'est passé avant de rembarquer dans l'épisode avec Joanie, c'était justement, comme je disais au début, je pense la deuxième épisode que j'ai enregistré. Puis que j'étais très nervous, j'avais pas encore, pris confiance dans qu'est-ce que je faisais, puis je savais que, tu sais, toutes les gens qui sont venus en tant d'invités, c'est tous des gens qui m'ont donné leur temps. Puis je voulais vraiment que ça soit hot, je voulais que l'expérience soit bonne, que le vibe, c'était tout good. Fait que je me mettais vraiment beaucoup de pression pour bien performer, puis de vraiment, malgré le fait que j'étais débutante, être perfectionniste dans qu'est-ce que je faisais. Puis je suis sûre que vous pouvez tout un peu vous retrouver là-dedans, sûrement, si vous écoutez. Mais bref, la soirée d'avant, j'avais reçu vraiment des mauvaises nouvelles niveau santé, puis j'aurais dû peut-être remettre l'enregistrement, puis je l'ai pas fait parce que je voulais show up, je voulais être là, mais j'avais un peu ce bagage mental-là, tout quand je me suis levée ce matin-là avant d'aller enregistrer, en plus de vraiment la pression, honnêtement, que je ressentais, l'anxiété de pas être assez pertinente pour être sur un micro puis parler à quelqu'un. Je sais que Joanie, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, puis je voulais que ça soit une conversation qui soit réflexive de justement toutes les choses incroyables qu'elle fait. Puis bref, j'étais tellement dans ma tête cet épisode-là, puis j'avais de la misère à juste être dans le moment présent, puis de vraiment être dans ma bulle, présente dans la conversation, puis au lieu d'être justement dans le flow, j'ai passé mon temps à me questionner à chaque question que j'ai posée. Man, est-ce que c'était pertinent? Est-ce que j'aurais dû poser d'autres choses? Ah, j'étais pas assez préparée, ou je devrais juste abandonner parce que c'est pas, je me trouve pas bonne dans ce moment-là. Puis honnêtement, j'ai fini l'épisode avec Joanie, puis je me suis mis à pleurer, puis je me sentais tellement mal, puis je crime, genre je suis désolée, c'était tellement plate, puis c'était pas ce que je voulais faire, puis tout ça, c'était dans ma tête que ça se passait, puis il y a pas eu, clairement, j'ai fini par partager l'épisode, mais j'étais tellement pas fière de qu'est-ce que je pensais que j'avais fait, que j'ai quasiment passé à côté. Puis clairement, c'est un épisode que non seulement a vraiment résonné avec les gens, mais maintenant, on voit, c'est comme un peu un full circle, que maintenant, ça a tellement résonné avec les gens qui l'ont repartagé, puis d'être de l'autre côté de ça, puis de voir que, des fois, il faut juste se donner la peine de se sortir de sa tête, puis de pas trop se juger, d'être plus douce envers nous-mêmes, puis c'est sûr que quand on commence à quelque chose, ça sera pas parfait, puis tu peux pas être perfectionniste non plus, mais au moins, t'as essayé, tu t'es présenté, puis honnêtement, je vous dis pas de faire less than your best, mais souvent, je pense qu'on se met trop de pression, puis
on a les attentes trop hautes, puis ça nous fait des fois passer à côté des choses qui, en fait, sont vraiment bonnes. Fait que tout ça pour dire, j'espère que d'entendre ça va un peu aller déconstruire le highlight reel qu'on voit souvent, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans les podcasts. C'est sûr qu'on veut tous mettre les beaux moments, les victoires, mais sachez que des fois, tu sais, c'est pas la réalité, puis je voulais pas le partager, cette histoire-là, dans le moment parce que, justement, c'était nouveau, je voulais bien paraître, je voulais que les gens m'aiment, je voulais que les gens trouvent ça cool, qu'est-ce qu'on faisait sur le podcast. Mais là, avec du recul, clairement, il fallait le partager, puis il fallait être tous ensemble là-dedans, puis de pas trop être perfectionniste, puis quand que ça soit quelque chose de nouveau que tu essayes cette année ou un nouveau défi que tu te lances, d'essayer de t'enlever un peu la pression puis d'être dans le moment présent au lieu de passer du temps dans ta tête. Puis clairement, c'est plus facile le dire que le faire, je sais parce que ça m'arrive encore vraiment souvent, mais sachez que vous n'êtes pas toute seule puis que ça arrive à tout le monde puis que même les choses qui nous font plus peur ou qu'on a l'impression que c'est poche puis que y a personne qui va trouver ça intéressant ou pertinent ou peu importe, que c'est juste ta tête qui te fait croire à ça puis que c'est pas vraiment la réalité. Fait que sur ça, je vous représente pour une deuxième fois l'épisode avec Joanie. J'espère que vous allez aimer ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours me les laisser dans Spotify directement ou par Instagram. Je suis toujours là pour écouter, répondre à vos questions et plus. Donc, sur ça, bonne écoute tout le monde. Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Chalet Village, qui nous a permis d'enregistrer dans leur magnifique chalet. Grâce à eux, tout le monde s'est senti bien et à la maison. Pour voir toute leur offre de chalet, allez visiter leur site web à chalet-village.com. Bonne écoute! Joanie, bienvenue à What Moves You. Merci. Je suis tellement excitée. Je sais que, comme d'habitude, j'ai trop placoté avant de commencer, mais c'est pas grave, je pense qu'il m'en reste encore dans le système. Fait qu'écoute, j'aime pas ça faire des intros. J'aime vraiment mieux donner la chance à la personne devant moi de se présenter. Fait que pour ceux qui te connaissent pas ton parcours, peux-tu nous donner un petit survol de t'es qui et tu fais quoi dans la vie? Bien sûr. Je suis Joanie Desroches. Je suis ingénieure physicienne, ingénieure biomédicale de formation. La plupart des gens de la communauté me connaissent comme une coureuse ou triathlète, mais je pense qu'on va en parler plus tard, mais c'est pas ma seule identité. Ouais. J'ai commencé le sport quand même tard dans ma vie. J'ai commencé après ma maîtrise. Quand j'étais jeune, je faisais pas de sport du tout. J'étais plus j'étais plus intellectuelle, je jouais du piano, je faisais pas de sport du tout. Puis j'ai découvert le sport, puis ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. J'ai commencé avec le vélo, triathlon, puis maintenant je me concentre plus sur la course en sentier. Donc en 2 minutes, c'est ça qui me C'est décrit. parfait. C'est excellent. Puis ça, je fais un peu de parenthèse. Ça fait quelques athlètes là qu'on invite puis qu'on parle. Puis je trouve ça drôle que vous avez besoin, un peu tout le monde, le besoin de dire que tu sais, c'est pas juste le sport qui est mon identité. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez souvent, que les gens sont pas capables de vous voir comme dans un autre œil que le sport que vous faites? Ben c'est pas nécessairement par rapport aux gens. C'est plus que tu sais, avec les réseaux sociaux maintenant, ben les gens qui vont probablement écouter le podcast, ils me connaissent comme une coureuse, une fille qui fait de la compétition, etc. Mais tu sais, ça reste que c'est vraiment pas la majorité de ma vie que je passe à courir. Tu sais, je suis beaucoup plus dans ma carrière en ingénierie que dans la course à pied. Fait que c'est pas nécessairement que je veux me justifier, c'est juste qu'on a souvent tendance à se baser sur ce qu'on voit dans les réseaux sociaux pour mettre un genre de tag sur quelqu'un. Effectivement. Donc, moi, personnellement, c'est pas la première chose qui me définit.
Ben, c'est parfait. Puis justement, ça me fait toujours capoter. Quand je sais dans toutes les affaires que tu es impliquée, autant ta job que ton sport, puis tout, comment tu fais pour tout rentrer ça dans ta semaine? Puis I guess une semaine typique pour toi, ça ressemble à quoi? Ben c'est sûr que j'aime ça faire du sport à tous les jours. Fait que ça dépend un peu si je suis en gros bloc d'entraînement ou pas. Si je suis en gros bloc d'entraînement, j'aime ça m'entraîner le matin avant le travail ou le midi, puis le soir. Fait que ma journée, c'est un peu de sport, beaucoup de travail, 8 heures de travail. Je travaille à temps plein, 40 heures semaine. Puis ben pour pouvoir rentrer tout ça dans une semaine, c'est vraiment une question de priorité pour moi. Là. C'est sûr que j'écoute pas vraiment la télévision. Je vais souvent pas faire les activités sociales, pas sortir un vendredi soir ou quoi que ce soit. Puis j'essaye d'organiser le maximum tout ce qui est cuisine. Fait que le dimanche, je vais souvent prendre 3-4 heures pour préparer plein de recettes. Comme ça, je sais déjà qu'est-ce que je vais pouvoir manger dans la semaine. Ouais. C'est juste une question de priorité, je pense. Il y en a qui ont des priorités différentes. Souvent, il y a plein de linge à plier chez nous, mais je vais quand même aller courir parce que je trouve que c'est ça qui est le plus important puis ça qui va me faire le plus de bien dans le moment. Ah, c'est cool. Parce que sérieux, je pense que c'est peut-être ça un peu qui est intimidant. En tout cas, pour moi, là, j'ai pas... oui, je m'entraîne pour le plaisir, mais jamais au niveau que tu es présentement. Puis j'ai toujours trouvé ça un peu intimidant, genre wow, genre le niveau de temps que ça prend pour accomplir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu penses que ça l'aide que ton entourage est un peu dans le même mode de vie que toi? Là, peut-être que je le sais pas, là, mais ton chum est là-dedans, tes amis ont de l'air pas mal tout être là-dedans. Tu penses que ça l'aide puis t'es capable d'un peu d'aller combiner le social avec l'entraînement souvent? Ou comment y en a-tu qui sont pas là-dedans pantoute, là? Oui, ça aide vraiment, mais je dirais que c'est un peu à l'inverse que j'ai construit ce cercle d'amitié-là autour du fait que c'est ça que j'aime faire le plus. Puis tu sais, c'est les personnes que j'ai rencontrées à travers le sport puis la course en sentier, c'est des personnes que j'aime profondément, puis c'est avec eux que j'ai envie d'être. Fait que tu sais, on se rejoint dans beaucoup de choses. Puis oui, ça stimule un peu le fait que on fait du social en même temps qu'on fait notre sport. Là. Ah, c'est chouette. Puis on a parlé un peu de la première fois qu'on s'est rencontrés. On a eu quand même une longue conversation malgré le fait que je n'étais pas supposée trop en dire. Puis tu m'as dit quelques trucs qui ont vraiment résonné puis qui sont restés un peu avec moi. Puis j'espérais un peu les ramener aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai écouté plusieurs des podcasts que tu as fait avec d'autres mondes. Puis tu as décrit un peu les courses que tu as faites, les performances que tu as eues. C'est pas vraiment la raison. C'est pas mon but avec toi aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des gens beaucoup mieux placés pour le faire. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment attiré vers toi plus que d'autres choses, c'est vraiment un peu ta dernière année avec ta blessure puis ton ouverture à parler de la réalité de cette situation-là pour toi, puis qu'est-ce que tu as vécu, puis comment tu le vis au quotidien. Puis je trouve que c'est très rare de voir quelqu'un le faire comme tu le fais. C'est parce que ça paraît pas négatif. En fait, c'est un peu l'opposé. Tu as du positif dans le négatif, puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, c'est pas lourd. Fait que, encore une fois, pour ceux qui connaissent peut-être pas un peu, sans tout décrire la blessure au complet, peux-tu nous donner un peu les détails sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu vis? Oui, absolument. Depuis que j'ai commencé le sport, le triathlon, la course à pied, la course en sentier, j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai fait face à beaucoup de défis, puis je sais pas, j'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais c'est pas super important, là, mais en réalité, le plus que j'ai avancé dans le sport, plus que j'ai réalisé que c'est la réalité de beaucoup de personnes, puis de beaucoup de personnes qui font du sport à haut niveau. Surtout quand tu as des objectifs ambitieux comme courir des 80-100 km. Par contre, c'est que ce qu'on voit moins dans les réseaux sociaux puis dans juste le fait que les gens ils discutent de leur sport, c'est que ils en parlent moins de ces choses-là. Puis c'est normal, je comprends pourquoi on n'a pas tendance à en parler. Quand ça va moins bien, on veut pas nécessairement, on n'a pas le réflexe d'en parler ouvertement aux autres. Par contre, dans le monde où est-ce qu'on vit, il y a énormément de choses qui est partagées sur les réseaux sociaux et c'est super inspirant de suivre ces athlètes-là sur les réseaux sociaux, mais
vu qu'ils en parlent pas, on a l'impression que ça arrive à personne. Puis que Ouais. quand ça nous arrive à nous, ben on est tellement malchanceux, puis là on se demande pourquoi ça arrive sur moi. Mais au fond, on réalise que ça arrive à plein de monde, c'est juste qu'ils en parlent pas. Fait que c'est pour ça que moi je trouvais ça vraiment important de partager mes blessures puis mon cheminement pendant les mois plus difficiles. Peut-être qu'on pourrait en parler de ma blessure qui m'a plus arrêtée, là, mais en bref, ça a commencé à l'hiver, en février, quand je m'entraînais pour une grosse course à Madère. Puis ça m'a limité pendant mon entraînement, mais là, j'ai fait la course quand même. Puis je me suis vraiment brisée. Brisée beaucoup. Puis à cause de ça, j'ai dû arrêter presque tout l'été. J'ai pas couru de l'été. Fait que c'est là que j'ai eu vraiment... je dirais le moment le plus difficile depuis que j'ai commencé le sport. Ouais. Ouais. Puis pourquoi? Tu sais, c'est quoi de ce moment-là qui a fait qu'il était si difficile pour toi? Ben, ce qui a fait que c'était vraiment difficile, c'est que j'ai vraiment dû tout arrêter, en fait. Mes blessures précédentes, vu que je faisais du triathlon, j'avais toujours à faire soit du vélo ou de la nage ou quelque chose d'autre, du yoga ou quoi que ce soit. Mais avec la blessure, je pouvais faire aucun sport qui me générait de la douleur, puis tout me générait de la douleur. Mais aussi, je vivais au quotidien avec une douleur à la hanche. Puis c'est vraiment, vraiment difficile de vivre avec une douleur au quotidien. Il y en a qui le vivent puis que c'est pas relié au sport, là, mais tu penses juste à ça, c'est vraiment accaparant, là. Ça t'ajoute une charge mentale incroyable, là. C'est vraiment désagréable. Fait que c'est ça qui a fait que c'est vraiment plus difficile. Puis on dirait que je voyais pas le bout. Ouais. Puis là, je vais un peu mettre un peu des mots dans ta bouche, mais on s'en était un peu déjà parlé, fait que je me sens comme à l'aise de le dire, mais pour toi, oui, le sport, c'est quelque chose que tu fais des compétitions, mais à la base, c'est pour prendre soin de toi, puis c'est pour prendre soin de ta tête, puis c'est d'après qu'est-ce que j'ai compris, c'est vraiment quelque chose que pour toi, justement, c'est un outil que tu utilises pour prendre soin de ta tête, toi-même, ta santé physique, mentale, tout ça. Puis de là, après ça, du jour au lendemain, de plus être capable de faire ces affaires-là. On n'a pas besoin de se le dire que la santé mentale a dû être difficile dans ces moments-là. Est-ce que pour quelqu'un qui est peut-être à la maison en train de dire oh, c'est moi, là, tu sais, je me retrouve dans qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les trucs que tu as développés pour un peu t'en sortir finalement? Ouais. Mais c'est vrai que c'était vraiment un outil pour moi de garder ma santé mentale à un point qui est gérable. Aussi, évacuer le stress, vraiment un outil pour évacuer le stress. Mais aussi, un point assez important, c'est que le sport, moi, ça me permet de me valoriser. Ça améliore ma confiance en moi. Puis, c'est ça que j'ai vu depuis que j'ai commencé à faire du sport. Quand j'étais plus jeune, j'ai encore des problèmes de confiance en moi, mais ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis quand tu perds ton outil de gestion du stress, ton outil de valorisation puis de confiance en toi, mais là, il faut vraiment que tu trouves d'autres choses. Là. Tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai beaucoup misé sur les relations amicales qui avaient pas rapport au sport. Fait qu'essayer de renouer avec des gens que justement que j'avais connus pas nécessairement à travers le sport. Trouver d'autres choses, lire. J'ai beaucoup lu, vraiment beaucoup lu, puis il y a vraiment des beaux ouvrages, des beaux livres qui ont été faits pour les athlètes en situation de blessure, là, puis comment gérer ça, comment travailler justement sur sa force mentale pour revenir plus fort. Beaucoup cuisiner. C'est de trouver autre chose qui te permet de pas penser à ta blessure et qui te fait sentir bien. Fait que des fois, c'est des toutes petites choses. Des fois, c'est juste aller marcher sur le bord de la rivière. Juste comme te retrouver en nature, comme tu ferais si tu faisais ton sport, mais au moins tu te trouves là, tu peux avoir les bénéfices de la nature sans t'entraîner. Fait que c'est des petits gestes, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, chaque jour, il faut que je fasse une chose qui m'apporte de la joie dans ma vie. Puis ça peut être regarder le lever de soleil, ça peut être aller sur le bord de la rivière, aller me payer un bon café ou Apollo, tu sais, quelque chose. Tu sais, faut vraiment faire des choses qui t'apportent de la joie. Non, je te comprends tellement là-dedans, puis
pour moi, c'était pas la même affaire, pas du tout, mais suite à mes petits bobos, moi aussi, j'ai dû pour une période de temps tout mettre de côté, puis je peux pas imaginer parce que moi, tu sais, ça représentait même pas 10 heures dans ma semaine, là. C'était peut-être un 5 heures qu'avant, je m'entraînais pendant ces moments-là, puis que là, tout d'un coup, justement, là, c'était pas une option. Puis je te comprends tellement de se dire genre, oh mon Dieu, genre, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on dirait que c'est comme un vicious cycle, un peu, là, tu t'arrêtes parce que ils te disent que ça va te faire sentir mieux, mais là, ça te fait sentir pire, puis ça engrave les autres symptômes. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Mais genre, je fais quoi? Puis par curiosité, parce que moi, ça, c'est tellement quelque chose que les gens dans mon entourage m'ont dit, ah, fais ça, tu vas voir, ça va t'aider. T'as-tu déjà essayé la méditation ou genre yoga, tout ça, puis ça fonctionne-tu pour toi? T'as-tu déjà essayé? Ouais, j'ai déjà essayé. Ma mère est prof de yoga, puis elle est vraiment fervente de méditation. J'ai beaucoup essayé. Le problème, c'est que j'avais vraiment beaucoup de douleurs. Ah, assis. J'arrivais pas à trouver aucune position qui me permettait de pas focusser sur ma douleur. Fait que j'ai eu beaucoup de misère à faire ce genre de truc-là. Yoga, ça marchait pas, j'avais trop mal. Fait que non, mais j'aimerais ça l'intégrer plus par contre dans ma routine de méditation. Je pense que beaucoup de monde peuvent en bénéficier. Moi, je sais qu'il y a plein de monde qui vont me prenez-moi pas au pied de la lettre, là, les puristes de méditation, mais pour moi, quand je vais courir, souvent c'est une forme de méditation pour moi. Non, c'est ça. Je fais vraiment le vide, puis des fois je prends juste du temps pour juste focusser sur ma respiration, puis observer les pensées sans nécessairement s'accrocher à elles. Non, je suis complètement d'accord. Puis moi, c'est nouveau, là. J'ai jamais fait ça moi non plus, mais j'ai commencé récemment parce que, comme on se disait tantôt, je suis un peu à bout. Mais sérieux, si t'es capable, évidemment, de t'asseoir, ça commence là, à travailler puis à... Ah ouais. C'est peut-être pas si pire que ça, finalement. Okay. Tu utilises une application? Ouais, en fait, j'ai découvert une fille, j'ai vraiment eu de la misère à trouver. Parce que, tu sais, c'est tellement... Il y en a tellement de différentes sortes, puis il faut que t'aimes la voix, il faut que t'aimes le style, il faut que t'aimes... moi, genre, sur YouTube, t'écoutais 2 minutes, puis après ça, il y avait un ad, puis ça chiait, ça patente, là. Puis au début, je trouvais tellement pas ça assez important pour payer pour ça, là. Puis finalement, à un moment donné, une des filles que ça faisait un bout que je suivais pour ses pilates puis les affaires de même, je savais pas qu'elle faisait de la méditation aussi sur son application. Puis elle avait une promotion, là, je sais pas, de fin d'année où qu'elle donnait le mois gratuit. Je vais essayer, pourquoi pas. Puis j'ai vraiment trippé finalement. Je fais ça, c'est pilates puis tout aussi, là, mais elle a des méditations, puis il y en a des différentes sortes, puis il y en a des courtes, puis bref, ça m'a permis un peu de dipper mes toes dans l'eau, puis ça va quand même bien quand tu le fais. Ouais, c'est ça. Faut prendre le temps, mais ça peut être 10 minutes par jour. Ouais, même pas. Des fois, juste 5, c'est assez. Puis c'est un peu ça qu'on se disait la dernière fois. Je sais pas toi, mais moi, justement, dans ces moments-là où que je pouvais pas aller courir, je pouvais pas faire ci, je pouvais pas faire ça, puis que j'en avais pas d'énergie de toute façon, parce que moi, ça l'a plus été relié à mon énergie, ma fatigue, tout ça. Juste l'intention de mettre sa tête ailleurs, des fois, là, juste de m'asseoir sur mon mat de yoga, même si je suis en shavasana toute couchée à rien faire, des fois, c'est juste assez. Puis t'avais l'air à dire un peu la même chose dans... Ouais, juste prendre du temps pour toi, pour être dans ton corps, puis dans ta tête, ça fait tellement de bien. Puis tu me dis, la chose qui m'a marqué le plus dans notre dernière conversation, là, on a parlé du sport un peu comme en mode thérapie, mais pour toi, ça a été valorisant, c'est motivant. Puis j'ai un peu eu le même problème, puis tu m'as dit, Malia, genre, t'es en train de faire d'autres choses qui est devenu ton sport. Puis ça m'avait vraiment marqué parce que je pense qu'on pense pas de cette façon-là tout le temps, effectivement, un peu comme toi,
je manquais de confiance, j'ai commencé à m'entraîner, tout d'un coup, j'en avais de la confiance, puis c'est fou comment le high que ça peut créer, peut-être trop à l'extrême des fois, mais après ça, quand cette option-là était plus là, justement, pour se valoriser, pour la confiance, tu te retrouves un peu tout perdu. Côté motivation, valorisation, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites qui t'ont permis de quand même, c'est pas tout détruire pas le progrès que tu avais fait, mais le progrès que tu avais fait finalement? J'ai pas trouvé une activité. Je sais que tout le monde m'en proposait tout le temps, puis ma bonne amie Laurence, elle, son activité, parce qu'elle a eu des fractures, elle a commencé la peinture, le dessin, vraiment from scratch, là, puis je trouve que c'est une vraiment bonne idée pour pas mettre ses yeux dans le même panier, là, trouver des activités dans lesquelles tu peux développer, te valoriser, avoir du plaisir. Moi, j'en ai pas vraiment trouvé, mais j'ai été super occupée cet été parce que je me suis acheté une maison. Donc, j'ai beaucoup été là-dedans, fait que j'ai été dans l'organisation du déménagement, acheter des meubles, décorer, etc. Fait que ça, j'ai quand même trouvé un certain plaisir à faire ça. J'imagine. Que je pensais vraiment pas que j'allais j'allais aimer ça, mais finalement, j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça a été plus ça mon activité cet été. Méchante activité. Ouais. T'as pas eu de la misère à déménager les boîtes? Pas super. Ben, c'est sûr que je faisais quand même mes activités quotidiennes, même si j'étais dans la douleur, là. Parce qu'à un moment donné, je peux pas arrêter de vivre parce que j'ai mal à la hanche, là. Non, c'est ça. Fait que non, j'ai pas mal fait des boîtes tout l'été, déménager des boîtes. Ça a été ça. Bon, puis ça va, on disait tantôt un peu ton contexte social et surtout autour des gens qui font ça. T'as vu des amis aller faire des courses tout l'été, puis ça n'a pas dû être facile. Mais malgré ça, à la fin de ton été, t'es allé au défi des couleurs, puis t'as fait une course pour le plaisir. Puis un peu dans le même thème, tu sais, dans les autres podcasts que t'as fait, t'as souvent dit justement que tes meilleures courses ont été ceux que t'as faites pour le plaisir, justement. Puis ça sort de où cette énergie-là? Est-ce que t'as toujours été un peu comme ça, j'y vais pour le fun, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer, ou même dans ton entraînement, ça sort de où pour toi, ce plaisir-là? Ben, je dis pour le fun, mais tu sais, je me connais, puis je suis quand même une fille compétitive, là. Moi, pour le fun, ça veut dire pousser pendant ma course aussi. Tu sais, c'est sûr que faire une course pour le fun, mollo, je suis juste pas capable de faire ça, là. Je me le ferais pas à croire parce que j'ai déjà essayé de me dire, OK, je vais faire cette course-là juste comme une sortie relax, mais je suis pas capable, là, dès que le départ se donne. C'est sûr que je vais donner mon max, peu importe c'est quoi mon max cette journée. Puis pour le fun, ça voulait juste dire sans attente. Si mon max, ça me donne une 20e place, ça va être une 20e place. Si mon max me donne une 2e place, ça va être une 2e place, puis je vais être bien contente. Mais tu sais, dans le sens que j'avais pas fait d'entraînement spécifique, j'avais presque pas fait d'intensité avant cette course-là. Donc, j'avais aucune attente. Puis c'est souvent là que j'ai les meilleurs résultats parce que j'ai aucune attente. Puis tu sais, l'aspect mental dans une course est super important. Dans le sens que quand ça devient difficile, si ta tête arrive dans une boucle comme « Ok, j'ai fait plein d'entraînements, puis là, ça va pas bien. Pourquoi ça va pas bien? Merde. » Puis là, t'embarques dans une boucle, tu fais juste brasser du noir un peu. Tandis que quand t'as pas d'attente, ben ça se passe pas ces choses-là. Tu fais juste comme faire ta course, puis advienne que pourra. Fait que c'est souvent là que ça va le mieux. Puis ça prouve que l'aspect mental est comme super important dans une compétition. T'as bien beau être le plus en forme possible, si ta tête elle veut pas dire à tes jambes de continuer quand ça fait mal, et tu iras pas plus vite, tu vas juste ralentir. Fait que c'est ça qui s'est passé. Mais l'énergie, je pense que j'ai un bon fond en général. puis j'ai vraiment eu du fun. Vraiment, vraiment eu du fun à cette course-là.
Est-ce que tu trouves que tu t'entraînes de la même façon, dans le sens que tu veux rentrer dans ton entraînement, je le fais pour aller m'amuser aujourd'hui, malgré avoir certains entraînements qui sont un peu plus structurés? Est-ce que tu y vas un peu par feeling ou tu as vraiment quelque chose de plus structuré que tu suis? Ça dépend de mes objectifs. C'est sûr que quand je me fixe des gros objectifs comme la course à Madère ou quoi que ce soit, je vais y aller avec quelque chose de plus structuré parce que de un, j'aime ça performer au meilleur de mes capacités puis je sais qu'est-ce que ça prend parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience en entraînement. Puis de deux, c'est que les objectifs sont souvent très ambitieux. Tu sais, courir 115 km avec 5000 mètres de dénivelé positif, t'as bien beau dire je vais au feeling, mais c'est ça que ça va être dur. Juste accomplir la distance, là. Fait que je crois quand même aux entraînements structurés, mais j'aime ça garder une certaine flexibilité dans les plans. Donc j'ai un plan, mais si j'ai une sortie amicale, je vais y aller. C'est sûr que je vais choisir ça que mon entraînement structuré. Donc je dirais que c'est un peu un mix de course au feeling et course structurée. C'est bon. Parce que je trouve que souvent, justement, les gens qui... Je sais pas, peut-être que c'est juste mon aperçu des choses, mais des fois, quand tu tombes dans le monde en compétition, ça devient tellement strict puis tellement focus tout le temps que le plaisir se perd un peu. T'as-tu eu des moments dans ta carrière de course, je vais l'appeler, ou même dans ta carrière en général, ou ta vie personnelle, que justement, que tu ressentais que le plaisir était un peu parti, puis y a-tu quelque chose que t'as fait après ça pour aller le retrouver? Oui, j'ai lâché le triathlon. Quand je faisais du triathlon, j'étais hyper structurée, hyper disciplinée. Puis encore là, c'est dû au fait que j'avais des objectifs hyper ambitieux. Tu sais, je faisais des Ironman extrêmes, là, fait que des distances Ironman, mais avec beaucoup de dénivelé, puis de la course en sentier. Puis ça demandait un entraînement très très structuré. Il fallait que je sois très disciplinée parce qu'en triathlon, on veut pas, faut que tu progresses dans 3 sports en même temps. Ouais. Fait que pour progresser dans 3 sports en même temps, faut que tu fasses au moins 2 ou 3 fois ou 4 fois même de chaque sport par semaine. Puis il faut que tu fasses de l'intensité dans chaque sport aussi. Fait que j'étais super en forme, là. C'est les années que j'étais le plus en forme de ma vie, mais je me suis carrément brûlée à faire ça. Puis je me suis retrouvée dans une situation où l'entraînement m'apportait plus de stress que me permettait d'évacuer mon stress. Donc, j'ai juste arrêté ce sport-là. J'ai quand même continué à faire du vélo, puis de la natation, puis de la course, mais j'ai arrêté les compétitions, puis l'entraînement structuré. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la course entre elles, qui est beaucoup plus permissive là, en termes de cross-training. Ça a-tu été une décision difficile ou genre, ça s'est fait quand même organiquement, t'étais prête? Non, j'étais prête. Je savais c'était quand ma dernière compétition, puis je savais que c'était fini pour moi ces entraînements-là. Puis tu sais, dans ce temps-là, je voyageais beaucoup pour le travail. Puis quand tu voyages pour le travail, puis tu peux pas aller nager, il faut que tu trouves des piscines, t'amènes pas ton vélo dans tous les voyages de travail que tu fais. Donc ça amenait juste trop de complexité pour moi. C'était correct dans mes années de doctorat, puis quand j'avais le temps, mais après, c'était juste trop pour moi, puis je suis contente d'avoir réalisé que c'était trop pour moi aussi. Effectivement, parce que c'est lourd. C'est beaucoup. Je suis juste en train de m'imaginer un peu ça ressemble à quoi, là, puis... Ben, tu te lèves à 5h du matin, tu vas dans la piscine. Après ça, tu fais un entraînement d'intensité le soir, en course à pied ou en vélo. T'es sorti de vélo, souvent, c'est l'hiver, dans ton sous-sol, tu fais 5 heures de vélo parce que tu t'entraînes pour un Ironman en début d'année. Fait que non, moi, l'hiver, je veux aller en ski, là, je veux pas être dans mon sous-sol en train de m'entraîner. Effectivement. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Y a-tu un moment, parce que là, tu disais tantôt que t'étais pas nécessairement dans le sport quand t'étais pas dans le sport, mais tu faisais pas de compétition quand t'étais plus jeune. Y a-tu un moment déclencheur où que t'as vraiment pris le goût pour la compétition? La compétition, ça a été quand j'ai été spectatrice au premier triathlon ou même demi-marathon. Ouais, j'ai été spectatrice dans les triathlons que mon ex-copain faisait, puis ça m'a vraiment donné le goût d'en faire.
Mais sinon, le sport en général, c'est un ami qui m'avait invité de faire un trip de cyclotourisme au Vietnam. Fait qu'il a traversé le Vietnam du sud au nord en vélo. Puis j'avais accepté même si je faisais aucun vélo dans ce temps-là. C'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre du vélo, là. C'est vraiment après ça que j'ai eu envie d'en faire plus. Puis Méchant trip. ouais, ça c'était vraiment là, une expérience inoubliable. J'en doute pas, je pense que je me serais pas rendue. Ouais, c'était quand même traumatisant au début, là. Quand tu commences à rouler au Vietnam, c'est très chaotique, les rues là-bas. Ouais. Il y a pas de feu de circulation. Fait que pour traverser la rue, tout le monde traverse comme perpendiculairement, puis tu fais ton chemin. Et là là. Ouais. Y a-tu eu d'autres voyages de même que t'as fait, pas nécessairement qui t'ont donné la piqûre, mais que tu te dis, wow, genre, ça a été vraiment un beau voyage de X? Ouais, ben j'ai fait l'année passée le tour du Mont Blanc en fast-packing avec mon chum. Wow. Fait qu'on a fait en 5 jours le tour du Mont Blanc, 170 km avec un petit sac à dos avec le strict minimum sur nous. Ça a été une expérience incroyable là. Pour ceux qui ont jamais vu les Alpes de leur vie, ça n'a pas de bon sens comment c'est beau ces montagnes-là. Puis juste le fait de se promener comme de refuge en refuge dans les montagnes, c'était vraiment une belle expérience. C'est sûr que je vais refaire ça ailleurs. C'est magnifique. On en a parlé un peu pendant notre montée du Mont-Sainte-Anne, mais pour ceux qui se lancent dans le même, pas dans le même métier que toi, là, parce que c'est pas en biomédical nécessairement, mais qui commencent leur carrière en tant qu'athlète, puis ils veulent commencer leurs réseaux sociaux. As-tu des conseils pour les gens qui commencent là-dedans? Je trouve que tu le fais vraiment par plaisir, ça aussi. C'est peut-être un peu le thème de ta vie un peu, là, mais... Ouais, ben je dirais conseil numéro 1, c'est d'être authentique. Ça serait ça mon plus gros conseil, parce que tu sais, on se pose beaucoup trop de questions avant de publier des choses sur les réseaux sociaux, puis ça devrait pas être comme ça, selon moi. Mais en tout cas, comment moi je vois les réseaux sociaux, c'est une façon de partager puis d'inspirer les gens, mais aussi de juste montrer la réalité de ta personne, puis si les gens aiment pas ça, ils vont se désabonner, là. C'est pas grave, là. Ouais, c'est ça. Pour toutes les personnes qui tuent puis qui t'inspirent, tu peux bien en frustrer ou en gosser quelques-uns, là. Moi, ça me dérange pas du tout. Fait que je dirais, conseil numéro 1, c'est d'être authentique puis de trouver un certain plaisir au partage avec la communauté, tu sais. Si t'aimes pas ça, il y a personne qui t'oblige, là, à être sur les réseaux sociaux. Je sais que il y en a qui peuvent sentir une certaine pression de publier beaucoup sur les réseaux, mais tu sais, je dirais que si t'as pas de plaisir à le faire, ben fais-le pas, là. Ouais. Tu sais, moi je le fais parce que j'adore ça, j'aime ça, partager des beaux paysages, des moments, des expériences, des sentiers que je découvre. Puis tu sais, au nombre de gens qui m'écrivent pour me dire hey, grâce à toi, je suis allée faire le tour du Mont Blanc. Puis là, que je suis comme wow, tu sais. Cette personne-là a décidé d'aller faire le tour du Mont Blanc en fast-packing parce que moi, j'ai partagé mon expérience. Et juste pour une personne, je trouve que ça vaut la peine de partager ça. Si je peux inciter les gens à aller dehors, se surpasser, trouver vraiment de la valeur dans le sport puis le dépassement de soi, ça vaut la peine. Mais mon conseil numéro 1, ce serait être authentique puis partager the good, the bad and the ugly. C'est parfait. Ouais. Ça reste en thème. Puis on parlait tantôt de se sentir valorisé. Pour toi, ça a-tu été quelque chose que justement, quand tu as commencé à être capable de créer cette communauté-là, puis que tu as vu que les gens répondaient à ce que tu mettais, est-ce que pour toi, ça a été un aspect qui a aidé avec cette confiance-là aussi, ou pas nécessairement? Oui, je pense que oui. J'ai toujours aimé faire de la photo. Avant, je faisais plus de photos. J'ai pris des cours en photo. Quand je suis allée au Vietnam, j'ai amené ma grosse SLR avec 3 lentilles. C'est tellement lourd à traîner sur mon bike, là. Mais tu sais, maintenant, c'est sûr que je prends des photos avec mon téléphone. C'est pas des photos extraordinaires, mais ça reste que j'aime ça, la création de contenu. Fait que oui, c'est une façon pour moi de me valoriser parce que j'aime ça partager des belles choses. Puis trouves-tu que, tu sais, je sais pas, là, peut-être que moi j'ai trouvé que j'ai remarqué que justement cet été, la période où que tu t'es peut-être moins entraîné,
Est-ce que tu as remarqué que les gens répondaient plus justement à ce contenu-là qui était plus voici ce que je vis présentement puis c'est pas facile, ou ça l'a pas changé tant que ça finalement? Ça l'a pas changé tant que ça. Je te dirais que les gens, ils ont tendance à beaucoup encourager les exploits sportifs sur les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est un aspect qui est quand même difficile quand t'as rien à montrer d'impressionnant sur les réseaux sociaux. C'est comme, OK, je publie des choses, mais c'est pas impressionnant pantoute, là. Mais en même temps, moi, je trouve ça impressionnant, le cheminement des gens qui vivent des affaires difficiles, tu sais. Fait que moi, j'ai tendance à répondre aux gens qui vivent des choses difficiles, puis une certaine forme de valorisation, oui, mais beaucoup de partage, de connexion humaine, tu sais, de rencontres aussi, là. Il y a plein de monde que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, puis c'est des gens que j'adore, là. Y en a-tu un en particulier que tu as rencontré grâce à cette expérience-là avec la blessure, c'est un peu le plus mollo finalement dans ta vie? Si j'ai des gens que j'ai rencontrés? Ouais, grâce à ça. Oui. Oui, il y a des deux filles qui m'ont écrit qui avaient exactement la même blessure que moi. Fait que je les ai rencontrées à cause de ça. On a partagé un peu notre expérience de vie, mais expérience médicale aussi, là, parce que les traitements, les diagnostics, ils sont extrêmement variables. Ouais. Fait que ça l'a vraiment aidé de juste parler avec du monde qui vivait la même chose. Je sais que de mon côté, ça n'a jamais été une blessure, mais d'être capable de prendre du recul sur la situation puis de me rappeler de les leçons que je vais avoir appris, des positifs qui sont sortis du négatif finalement, de ton expérience, que ça soit cette blessure-là ou d'autres moments. Il y en a-tu que tu as retiré de ces moments-là? Tu dis, gars, genre, c'est pas arrivé pour rien. Il y a du positif qui est sorti de là. Ouais, ben, on parlait d'identité au début. Puis je trouve que ça aide ce genre de moments difficiles-là à trouver une identité autre que le sport dans ta personne. Parce que c'est tellement important, tu sais, on dirait qu'on s'en rend pas compte avant que ça nous arrive. Comme si on se définit tellement par notre sport qu'on n'a pas besoin de trouver autre chose parce que c'est ça qu'on est. Puis après ça, on se rend compte que non, je suis une personne avec telle qualité. Puis tu sais, j'ai consulté pendant cette période-là parce que je trouvais ça vraiment difficile. Puis j'ai travaillé là-dessus aussi de vraiment écrire là ma personnalité, puis c'est qui je suis, comment je suis ailleurs que dans le sport, c'est quoi mes qualités. Puis ça m'a vraiment aidé à cheminer dans la connaissance de moi-même, puis l'amour de moi-même en fait là, ailleurs que dans le sport. Puis je pense que c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que peu importe si les personnes écoutent, c'est le sport, c'est l'école, c'est leur travail, c'est tellement vrai pour tout le monde, je pense, ce sentiment-là. Puis je pense que c'est vraiment juste l'honnêteté à propos du sujet qui va faire en sorte qu'on va normaliser ça un peu plus, parce que tu as raison, je pense que t'es supposé tout le savoir, puis c'est supposé être clair dans ta tête, mais justement, genre, ça l'est rarement. Ouais. Ça l'est vraiment rarement. Puis, je sais pas, je pense à... Moi, j'ai pas consulté pour toutes mes affaires, là. Oui, j'ai été entourée de médecins, mais justement, je me retrouve, j'ai 21 ans, j'ai l'impression de faire un identity crisis parce que je me retrouve plus là-dedans. Puis c'est drôle parce que pour moi, le sport, ça a tellement été quelque chose qui est venu plus tard. Tu sais, j'ai été active quand j'étais jeune, j'ai joué au soccer comme tout le monde, mais rien de vraiment sérieux. Puis j'aimais pas ça. Puis c'est drôle parce que c'est juste dans les dernières années que le sport est vraiment devenu quelque chose que je valorisais puis que je mettais la priorité là-dessus, parce que j'ai finalement découvert qu'est-ce que ça pouvait faire pour ta tête, surtout. Puis d'après ça, de me le faire enlever, ben c'était ça le ressenti, de me le faire enlever. Sitôt après l'avoir découvert, merde, bon, on recommence. Ouais. Mais je pense que c'est la vie. On va passer la vie à commencer à se trouver puis à trouver d'autres choses, puis à justement pas se valoriser dans toute une chose, puis
Ouais, trouver d'autres choses, mais aussi apprendre à être bien avec soi-même dans l'ennui, dans rien Ouais. faire. Tu sais, je veux dire, oui, on vit dans un monde où tout bouge tellement vite, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, mais est-ce qu'on peut juste comme relaxer puis être bien? Mm. Tu sais, c'est banal, là, mais c'est vrai. Tu sais, on a de la misère à prendre le temps de se poser puis regarder dehors ou juste rien faire, là, tu sais. Effectivement. Puis je suis pas bonne là-dedans. J'en ai beaucoup à apprendre, justement. Peut-être que, tu sais, pour moi, ça en est définitivement une des leçons que j'ai retirées de mon expérience. C'est peut-être la claque d'en face que j'avais besoin pour me dire, ouais, le mode de vie que t'avais, là, tu peux pas continuer de même, là, ça va te rattraper. Puis je pense que peut-être que toi, c'était peut-être pas nécessairement la même affaire, là, mais ça a été un wake-up call. Est-ce que quand tu vas être guéri, si tu vas être guéri, peu importe, je sais pas exactement c'est quoi la situation, mais y a-t-il quelque chose que tu penses que tu vas faire différent, que ça soit dans ton approche à la vie, ton approche à la course, ton approche à l'entraînement? Y a-t-il quelque chose qui a changé pour toi à cause de cette expérience-là, de ce niveau-là? Oui, beaucoup de choses ont changé. C'est drôle parce que j'ai fait un podcast il y a 1 an, je pense, ou 1 an et demi, puis j'ai dit exactement la même chose. Ça montre que j'ai pas encore atteint mon point idéal, mais être plus à l'écoute. Je sais que ça, je pense que c'est un cheminement d'une vie, là, être à l'écoute, mais tu sais, quand j'ai un plan d'entraînement, c'est dur pour moi de dévier de ce plan-là, tu sais, parce que je suis une fille super intense, puis je pense que c'est une qualité et un défaut en même temps, Ouais. là, mais quand je vais dans un projet, c'est all-in, puis mais ça me rattrape, puis souvent, ben, c'est mon corps qui m'arrête avant d'autres choses. Fait que d'être plus à l'écoute des petites douleurs, des signes de fatigue, des choses comme ça, de prendre vraiment plus de repos, même si j'ai pas nécessairement besoin, en prendre plus, ça va être bon pour moi. Fait que, encore une fois, d'être plus à l'écoute, je pense que c'est ça je pense que c'est ça qui va changer, parce que là, c'est là vraiment une blessure qui m'a arrêtée, puis je veux vraiment plus que ça arrive, là. Non, c'est ça. Puis, est-ce que, là, je sais qu'on s'en était parlé un peu, mais je suis toujours pas certaine, c'est quelque chose pour toi que tu vas avoir tout le temps? Est-ce que il y a encore un peu de lumière à la fin du tunnel, puis genre, ça se peut que ça guérisse? C'est quoi un peu le... Ouais. Beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Dans le fond, j'ai une déchirure au labrum dans la hanche, puis c'est pas le genre de blessure qui se guérit, mais les symptômes peuvent arrêter si tu fais un traitement bon pendant longtemps. Fait que c'est une nouvelle réalité que je vais devoir vivre avec pas mal toute ma carrière sportive. Fait que c'est d'accepter la situation, puis de faire avec ce que j'ai. Dans le fond, c'est ça les cartes qui m'ont été données, puis faut que je deal avec, puis il y a toujours pire, là, tu sais, je veux dire, je suis quand même capable d'aller courir, j'ai fait 40 km dimanche, fait que je suis extrêmement reconnaissante d'être capable de faire ça, mais on va voir. Puis, est-ce que pour toi, le dialogue mental que tu as justement quand tu es dans une course ou un entraînement ou peu importe, puis que ça te fait mal, puis que tu te trouves dans l'espace mental où que c'est négatif, puis ça me fait chier, puis genre, y a-tu des trucs que tu as ou juste que tu as remarqué que tu fais pour te ressortir de ces moments-là? Parce que c'est sûr que pour tout le monde, même si c'est chronique, même si c'est pas chronique, je pense qu'on fait des hauts puis des bas tout le temps, puis il y a des journées que le mental est super bon, puis il y a d'autres journées que tu te réveilles puis genre la vie c'est terrible puis je m'en sortirai jamais. T'as-tu trouvé quelque chose toi qui t'a aidé à te remonter un peu le moral ces journées-là quand ça file pas justement puis le dialogue mental est pas Oui, c'est vraiment de vivre dans le moment présent, puis de dire que aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ça va être différent. Parce que c'est ça la réalité, là. Tu sais, quand on commence à être négatif, c'est souvent parce qu'on pense au futur ou au passé. Mais moi, c'est ça mon truc, de dire, OK, aujourd'hui, j'ai mal, je suis fâchée, je suis triste. C'est correct.
t'as le droit d'avoir ces émotions-là, c'est valide. Demain, ça va être autre chose. Fait que c'est vraiment ça mon truc. Puis ça, genre, c'est une question vraiment pointue, mais t'as-tu eu de la misère à le croire au début quand tu te le disais, ce speech-là? Ou pour toi, la minute que tu te le disais, genre, c'est bon, genre, je le crois, puis j'avance? Non, c'est dur, là. Ça marche pas tout le temps. Oh merde, je me dis ça tout le temps, puis gag, ça marche pas. J'étais un peu coincée. Ouais, ben je pense que c'est dur, mais je pense que ça va mieux de fil en aiguille, là, plus que j'utilise ces trucs-là, mieux ça fonctionne, mais ça fonctionne pas tout le temps. Puis encore là, je me dis, ok, aujourd'hui, j'arrive pas à sortir de ce mood-là, mais demain, peut-être que je vais réussir. C'est juste de... Tu sais, c'est correct là, d'être triste puis d'être fâché des fois. T'as pas besoin de toujours sortir de là, là. Ouais. Tu sais, je sais que oui, on veut éviter d'être comme ça à long terme, mais c'est correct d'observer puis de vivre ces émotions-là. Il faut, en fait, là. Moi, c'est ça qui m'aide le plus, c'est que oui, je suis en crise des fois, puis désolée pour le gros mot, mais je suis en crise, je pleure, puis tu sais, mon chum a été témoin de tout ça, mais au moins je les vis, puis après, ça passe, là. Ça va-tu aider d'avoir un peu ce support-là avec quelqu'un qui comprend? Peut-être qu'il comprend pas exactement, là, parce que tu le comprends pas vraiment tant que tu le vis pas, mais y a-tu eu des expériences similaires qui ont fait en sorte qu'il a été capable de bien t'épauler là-dedans? Parce que je sais que moi, si j'avais pas eu les gens que j'avais dans mon entourage qui ont eu des expériences puis tout, à qui j'ai pu vraiment m'appuyer puis de, tu sais, prendre une grande respiration avec eux, j'aurais eu de la misère. Ouais, ben oui, c'est sûr que Julien, mon chum, il était toujours là pour moi, toujours compréhensif. Mais tu sais, c'est sûr que pour lui, c'est difficile à comprendre cette tristesse puis cette colère-là parce qu'il a jamais vécu ça vraiment, mais il était quand même là pour m'écouter, là, pour me donner des câlins. Puis tu sais, il aimera pas ça que je dis ça, mais à un moment donné, j'allais le porter pour une sortie, il voulait faire une longue sortie, fait que je vais le porter au début des sentiers, puis je pars à brailler parce que j'étais tellement triste de pas pouvoir y aller avec lui, puis finalement, et lui, ça l'a fait pleurer aussi, puis il est juste pas allé. Il est resté avec moi. Fait que oui, tu sais, c'est vraiment un support inestimable, là, Julien, Puis dans vu ces que vous moments-là. faites, tu sais, vous vous entraînez quand même souvent ensemble, est-ce que ça a été dur de genre, parce que veux pas, c'est une activité de couple, c'est du temps que vous passez ensemble, puis tout, est-ce que, tu sais, comment vous avez géré ça de là tout d'un coup? Ouais. C'est l'activité que vous faites ensemble tout le temps de pas pouvoir nécessairement la faire? Ouais, ça a été vraiment dur, honnêtement, là. Puis, tu sais, pas juste Julien, mais aussi beaucoup d'amis que j'ai que je pouvais pas faire les sorties. Ça a été vraiment tough. On a trouvé d'autres activités. On a fait du kayak, ça je peux en faire. Il y a des activités nautiques, du paddleboard, de la nage en eau libre, des trucs comme ça. Fait que on a trouvé d'autres activités à faire ensemble, mais ça a été un moment difficile quand même. J'en doute pas. Ça m'a vraiment aidé de voir quelqu'un qui, justement, qui partageait ces moments-là, puis même si c'était pas pareil, je me suis retrouvée dans qu'est-ce que tu disais, puis ben merci. Merci de ton honnêteté, merci de le faire. C'est pas tout le monde qui a le courage. Puis même moi, tu sais, dans mon propre cheminement, là, avec qu'est-ce qu'on est en train de faire, je veux le partager, puis il y a des moments, justement, que l'autre matin, genre, j'ai eu un matin très difficile, puis man, genre, c'est le genre de choses qu'il faudrait que je monte, mais après ça, de le faire, c'est toute une autre patente, là, puis de comment le faire, puis fait que je te lève mon chapeau, c'est vraiment, c'est pas facile, puis j'espère pouvoir continuer à apprendre, puis de devoir inspirer les gens, parce que je sais que moi, ça m'a vraiment touchée. Donc, je te Ben oui, remercie. puis il faut se rappeler que c'est vraiment cliché, là, mais on ressort toujours plus fort de ces épreuves-là. Puis tu sais, j'en suis la preuve, là. Je suis peut-être pas plus forte physiquement, mais mentalement, on est plus fort parce qu'on est plus reconnaissant puis content d'être bien, en fait. C'est ça la raison pour laquelle on est plus fort. Puis juste d'être reconnaissant puis de pouvoir faire des choses, ça nous rend vraiment plus conscient de la chance qu'on a après. Fait que pour ceux qui veulent vivre des moments difficiles, tu sais,
c'est cliché, mais c'est temporaire. Ça va passer. Puis après, on en ressort plus fort.